Bonjour à tous, Pascal ici, des études sur la neutralité. Et aujourd'hui, j'ai de nouveau avec moi Glenn Diesen, professeur de relations internationales à l'Université du Sud-Est de la Norvège, un très bon collègue à moi, et je suis très heureux de le retrouver, car nous voulons discuter du sommet Poutine-Trump. J'étais tout à l'heure sur sa chaîne pour lui donner mon point de vue, et maintenant, il a la gentillesse de rester avec nous pour nous donner le sien. Glenn, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Merci Pascal. Je suis vraiment content que nous puissions faire cela, car il y a beaucoup à analyser, n'est-ce pas? Pour moi, c'est l'un de ces moments où j'ai l'impression que quelque chose est en train de changer. Même si, peut-être, le sommet sera oublié dans quelques années, un peu comme on oublie que Biden a rencontré Poutine, etc. Parce que tout est parti à volo, de toute façon. Mais je n'arrive pas à me défaire de l'impression que non, cette fois, c'est différent. Pour la première fois, nous voyons une nouvelle manière dont les grandes puissances interagissent réellement entre elles. Surtout après que l'Occident ait fait semblant pendant si longtemps que la Russie était isolée, que le monde était contre la Russie. Et maintenant, ils continuent de prétendre que, oh non, la Russie va avoir l'impression d'être réintégrée, comme si elle n'avait jamais été exclue du monde. Le solipsisme occidental est tout simplement incroyable à ce sujet. Comment interprétez-vous le processus que nous avons observé au cours des 6 derniers mois, qui a maintenant abouti à ce sommet des grandes puissances en Alaska? Eh bien, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une énorme signification derrière tout cela. Si l'on regarde le format réel des discussions que nous avons eues sur la sécurité russe au cours des 35 dernières années, il n'y en a pratiquement pas eu. Depuis les années 1990, la sécurité européenne a consisté à intégrer l'ensemble du continent, à l'exception du plus grand pays d'Europe. Je pense que c'est la source de tout. Nous avons annulé tous les accords de sécurité commune fondés sur la sécurité indivisible au profit d'une paix hégémonique qui s'est manifestée par l'élargissement de l'OTAN. Et comme beaucoup l'avaient prédit à l'époque, c'est cela qui allait provoquer des conflits à l'avenir. D'une certaine manière, cela a du sens. Il serait facile d'expliquer à un enfant pourquoi l'idée qu'une alliance militaire issue de la guerre froide s'étende de plus en plus près des frontières russes, tout en s'assurant que la Russie n'ait pas de place à la table en Europe, est d'une certaine manière considérée comme une recette pour la paix et la stabilité. Mais ce que je veux surtout souligner, c'est que pendant plus de 20 ans, nous avons refusé de discuter de la place de la Russie à la table européenne. Nous ne voulions pas aborder leurs préoccupations en matière de sécurité. En effet, toute l'idéologie sur laquelle nous avons construit l'Europe reposait sur l'idée que l'UQMM et l'OTAN seraient une force positive. Donc oui, il se peut que vous ne fassiez pas partie de ce club. Nous pourrions déployer nos forces militaires le long de vos frontières, vos missiles, mais cela serait une source de stabilité et de démocratie. Nous n'avons donc pas permis d'aborder ce que la Russie souhaitait. Et bien sûr, cela nous a menés jusqu'en 2014. Nous avons pu renverser le gouvernement en Ukraine, mais aussi cela a été présenté comme bénéfique pour la démocratie et la stabilité. Nous avons eu de fausses solutions, on pourrait déjà le dire, dès 2015 avec les accords de Minsk. Cela continue jusqu'en 2022. Les Russes envahissent. Nous avons eu 3 ans sans aucune diplomatie, aucun dialogue avec les Russes. Si vous vivez en Europe et que vous essayez de discuter de l'architecture de sécurité européenne ou des préoccupations sécuritaires russes, vous serez crucifié. C'est presque de la trahison. C'est ce que dit la Russie. Vous répétez les arguments du Kremlin.
Et le système unipolaire a évolué jusqu'à ce point où l'Ukraine est vraiment devenue l'élément principal qui nous a menés à une guerre ouverte. Et maintenant que la Russie a gagné, ce que nous devons discuter, c'est comment résoudre le problème plus large en Europe. Comment pouvons-nous revenir à certaines des questions que nous aurions dû aborder il y a 30 ans? Encore une fois, le principe de la sécurité indivisible, la stabilité sur le continent. Mais ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, certains veulent balayer cela d'un revers de main en disant « Oh, il suffit qu'ils arrêtent de se tirer dessus. Nous avons un cessez-le-feu. » Une fois le cessez-le-feu en place, nous pouvons envoyer quelques troupes européennes et reconstruire l'Ukraine, et alors la stabilité reviendra. Ils veulent donc revenir à l'ancien schéma de cette paix hégémonique. Mais les Russes n'en veulent absolument pas. Je pense donc que c'est là où nous en sommes. Nous en sommes à un point où d'abord, nous devons être capables d'identifier comment nous avons abouti à ce conflit afin d'évaluer les solutions possibles pour le résoudre réellement. Et cela ne se fera pas du jour au lendemain. Et comme vous l'avez dit, voir les présidents de la Russie et des États-Unis se rencontrer à la frontière en Alaska, même s'ils sont en fait en train de mener presque une guerre directe maintenant, et non plus une guerre par procuration, c'est une réalisation majeure. Mais cela ne signifie pas qu'un accord puisse être trouvé aussi rapidement. Car comme je le souligne toujours, l'Ukraine n'est pas la source des tensions entre les États-Unis et la Russie. Elle en est le produit. Ceci est la conséquence d'une architecture de sécurité européenne défaillante. Donc, si vous voulez résoudre la question de l'Ukraine, il faut aussi résoudre d'autres problèmes, c'est-à-dire l'ensemble de l'architecture de sécurité européenne. Il faudra mettre fin à l'expansion de l'OTAN. Si vous mettez fin à l'expansion de l'OTAN, que se passe-t-il pour le partenariat transatlantique? Perd-il toute sa raison d'être? Les Américains vont-ils quitter l'Europe? Iront-ils en Ukraine? Il y a beaucoup d'enjeux. C'est pourquoi les gens paniquent complètement en Europe. Donc, non, désolé, c'était une réponse très longue. Mais je pense qu'il est important que les gens comprennent que ce n'est pas simplement un échange de territoire. On vous donne une partie du Dnipro en échange du Donbass. Ce n'est pas le seul problème. Oui, et les Russes l'ont clairement dit non. Ils cherchent à s'attaquer aux causes profondes et à obtenir des garanties de sécurité, pas seulement pour eux-mêmes en réalité, mais aussi pour les Ukrainiens et pour les Européens. Je veux dire, ils aimeraient qu'il existe une architecture qui fonctionne d'une manière ou d'une autre. Et j'espère vraiment que ce sommet sera le premier pas vers une solution acceptable, une sorte d'équilibre des pouvoirs sur le continent. Ce qui est fascinant cependant, c'est la façon dont cette guerre par procuration, cette guerre d'implémentation, ce conflit ouvert entre les États-Unis et la Russie, a complètement et totalement mis l'Europe sur la touche. Je veux dire, cela a déjà transformé l'Europe de l'Est, l'Ukraine, en champ de bataille. Cela menace d'en créer un encore plus vaste. Il y aurait une façon de faire avancer toute cette affaire, une très mauvaise façon d'avancer. Mais on peut voir pourquoi les Européens préféreraient en réalité cela. Ils privilégient l'approche militariste qui consiste simplement à redoubler d'efforts dans tout ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Qu'en pensez-vous? Comment? En dehors de ces illusions d'élite des Européens, comment en est-on arrivé au point où l'Europe travaille activement à se transformer en champ de bataille pour que deux grandes puissances s'y affrontent? C'est une excellente question, et je pense qu'il n'y a pas vraiment tant de réponses rationnelles. En effet, si l'on regarde les Européens, les déclarations des dirigeants européens au début des années 90, une préoccupation majeure, notamment de la part de pays comme la France,
était qu'il y avait trop de pouvoir concentré aux États-Unis. Nous avons besoin de forces plus puissantes en Europe afin d'équilibrer cette ambition hégémonique, de rétablir un certain équilibre. Mais ensuite, progressivement, ils ont en quelque sorte commencé à se soumettre. Il y a, je suppose, de nombreuses raisons à cela. L'une d'elles est le rôle que l'Europe aurait dans cet ordre hégémonique. Autrement dit, si vous avez une Europe forte et des États-Unis puissants, alors vous pouvez avoir une hégémonie collective du monde reposant sur deux piliers, les États-Unis et l'human power. Ainsi, les Européens passent d'une ambition de partager ce moment unipolaire avec les Américains à une position très privilégiée. On peut aussi parler de manipulation. J'ai parlé à plusieurs reprises au colonel Wilkerson. Il était le chef de cabinet de Colin Powell et il raconte comment ils étaient à la Maison-Blanche installant de grands tableaux blancs avec tous les noms des politiciens européens. Et il disait, « Qui fera ce qu'on lui dit? Qui ne le fera pas? Et lequel allons-nous mettre en avant? » Sur qui devons-nous exercer une pression pour construire les gouvernements européens que nous souhaitons? Et, fait intéressant, il a souligné que la personne la plus encline à obéir à tout ce qu'on lui dit de faire est un homme politique norvégien, Jens Stoltenberg. Il a été Premier ministre, puis il est devenu secrétaire général de l'OTAN. C'est donc intéressant. Il y a là une certaine manipulation américaine. Mais au-delà de cela, je pense que les Européens ont eux aussi un peu évolué dans ce sens. Pourtant, si l'on remonte à 2008, lorsque Bush voulait élargir l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie, les Européens résistaient. Ils comprenaient, comme l'a dit Merkel, que cela serait interprété par Moscou comme une déclaration de guerre. Tout le monde a reconnu que c'était une étape de trop. Le directeur de la CIA, Robert Gates, enfin, Burns aussi, mais Robert Gates a dit que c'était une étape de trop, que cela mènerait inévitablement à un conflit. Mais tu as raison, le directeur de la CIA, Burns, a dit la même chose, cela va provoquer une guerre. Donc c'est pas un sujet controversé. Mais je pense que les Européens se sont laissés entraîner là-dedans parce qu'il s'agit de tactique du salami. Progressivement, on pousse, d'accord, on pousse un peu plus, encore un peu plus. Et au lieu d'intégrer toute l'Ukraine dans l'OTAN maintenant, on le fait de facto. Ils deviennent membres de facto. On intègre lentement leur économie en l'éloignant de la Russie pour la rapprocher de nous. Nous commençons à établir une coopération en matière de sécurité. Nous démêlons toute la culture commune. Nous faisons sortir l'Église orthodoxe russe d'Ukraine. Nous nous débarrassons de la langue russe et petit à petit, nous les intégrons. C'est d'ailleurs la tactique de l'OTAN, la tactique du salami. On n'éveille pas cette réaction redoutable. Mais ensuite, lorsque les Russes commencent à réagir, on commence à cultiver une nouvelle classe politique qui dit « Oh, les Russes sont maléfiques, ils sont mauvais, ils veulent restaurer l'Empire, ils veulent avoir l'Empire russe. Poutine, c'est Hitler. » C'est ainsi qu'on crée aussi une communauté politique. Je compare souvent cela aux Prussiens contre les Français en 1870. Une fois que les Français ont envahi, tous les différents États allemands se sont unis et c'est à ce moment-là que l'on crée une identité nationale commune. En 1871, il y a l'unification allemande, lorsque tous les États allemands deviennent l'Allemagne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc je pense que c'est la voie qu'ils ont suivie. Et maintenant, bien sûr, si vous parlez de ce que les dirigeants européens eux-mêmes disaient il y a seulement quelques années à propos du fait que cela était très provocateur et risquait potentiellement de déclencher une guerre, ils appelleront cela de la désinformation russe. Vous pouvez citer les mêmes personnes, ils dénonceront les mêmes déclarations. Donc je pense que cela s'est fait progressivement. Et maintenant, bien sûr, ils se retrouvent dans cette situation. Et quand il y a autant d'insécurité, il y a une grande guerre en Ukraine.
Il existe des préoccupations légitimes en matière de sécurité. Et qu'est-ce que la sécurité en Europe? Eh bien, c'est l'Amérique. Donc maintenant, vous êtes complètement dépendant de l'Amérique. Et les États-Unis peuvent transformer cette dépendance sécuritaire en fidélité politique, en fidélité économique. Les Européens doivent se couper de la Russie, ils se coupent de la Chine. Maintenant, Besançon dit, vous savez, l'Europe doit soit agir, soit se taire. Cela signifie aussi qu'il faut se couper un peu des Indiens, parce qu'il faut leur mettre la pression. Donc à la fin de la journée, l'Amérique sera la seule option. L'Europe est donc maintenant complètement, oui, totalement subordonnée. Nous sommes des vassaux maintenant. Même Macron l'a reconnu. Nous ne sommes plus vraiment des États indépendants. Donc je pense que nous agissons contre nos propres intérêts. On peut voir des présidents américains debout à côté de la chancelière allemande dire « Oui, eh bien vous savez, on pourrait faire sauter votre gazoduc. » Ou « Vous savez, cela n'existera plus. » Et il n'y a aucune réaction. C'est donc une situation très dangereuse. Et comme je l'ai dit, si les États-Unis, si la guerre se termine, cela pourrait être encore pire pour les Européens aujourd'hui. La première ministre danoise a dit ceci. La paix pourrait être pire que la guerre maintenant. Elle n'a pas vraiment développé, elle a juste dit qu'il y aurait de l'insécurité dans toute l'Europe. Mais ce qui se passe, si la guerre se termine, c'est que la Russie ne sera plus contenue et les Américains commenceront à se retirer. Donc s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'équilibre face à la Russie. Donc, il vaut mieux maintenir le conflit. Même le chef du renseignement allemand a dit la même chose. Nous devons prolonger la guerre encore 5 ans pour nous préparer. Vous savez, les Ukrainiens entendent cela, d'ailleurs, et ils prennent de plus en plus conscience qu'ils sont utilisés. Mais les Européens se sont vraiment mis dans une position très très délicate. Et comme je commençais à le dire plus tôt, dans l'ordre unipolaire, les Européens étaient l'une des deux jambes de l'hégémon collectif. Dans un monde multipolaire, qu'est-ce que l'Europe? Les Américains ne veulent plus y être autant. Ils veulent se concentrer sur l'Asie. Les Russes ne veulent plus rien avoir à faire avec eux. Économiquement, ils sont affaiblis. En matière de sécurité, bien sûr, ils subissent encore aujourd'hui les conséquences de l'élargissement de l'OTAN. Ils vont connaître de plus en plus de fragmentation interne à mesure que les économies déclinent. Ils vont faire face à des problèmes socio-économiques, des perturbations, de l'instabilité politique. Une grande partie de la classe politique n'est plus vraiment légitime. Du moins, je soutiens que nous avons une crise de légitimité au sein de la classe politique. Les Starmer, Macron, Scholz, ils n'ont pas le soutien du public. Il y a donc une crise majeure qui s'annonce en Europe. Et la seule chose à laquelle ils s'accrochent, c'est si nous continuons simplement cette guerre, les Américains resteront, les Russes seront contenus. Peut-être qu'une solution pourra être trouvée à l'avenir. Mais c'est de la désespérance. C'est un vide stratégique. C'est pour cela que les Européens n'ont aucun plan. Ils ne proposent rien. Tout ce qu'ils disent, c'est toujours la même chose. Poutine et Hitler, plus d'armes. Notre seule stratégie, c'est de prendre Trump et d'en faire un Biden 2.0. Et c'est tout. Ce n'est pas une solution. C'est simplement un manque d'imagination politique. Et nous continuons à creuser un trou de plus en plus profond, sans aucune issue. Donc je suis extrêmement pessimiste concernant l'Europe et l'Ukraine d'ailleurs. Je pense que les deux grands perdants de cette guerre seront ces deux-là. Enfin, ce ne sont pas tous les deux des pays, mais oui, l'Ukraine et l'Europe. Désolé, encore une fois, ma réponse à votre question est trop longue. Sorry, again, I have too long answer to your question. No, I think it's very important. Non. Je pense qu'il est très important de garder cela à l'esprit. Vous savez, autant que les Européens essayent de se donner une posture, parce que c'était assez incroyable la semaine dernière, n'est-ce pas? Ils ont organisé une réunion et Zelensky s'est envolé pour l'Allemagne. Puis Zelensky s'est envolé pour le Royaume-Uni avec Starmer. Ils ont eu ces réunions
se félicitant mutuellement. Et les Allemands, vous savez, je reçois beaucoup de cette propagande allemande sur Twitter. Et je ne sais pas comment ils font, mais elle m'est poussée. Je reçois Merz tout le temps. Je reçois les déclarations de Merz. Je n'en veux pas. Je ne m'y abonne pas. Mais c'est quand même poussé sur mon Twitter germanophone. Et tout tourne autour de l'unité pour la démocratie. Bon ami Zelensky, nous sommes toujours avec toi et nous resterons forts ensemble. Puis il formule une position commune pour la paix, qui est en fait la reddition de la Russie, y compris le paiement de réparation, n'est-ce pas? Including payment of reparations, right? The victor of the war is going to pay the loser. Le vainqueur de la guerre va payer des réparations aux perdants, et ainsi de suite. Je veux dire, c'est complètement insensé, le genre de posture qu'ils ont adopté. Puis ils ont exigé que les États-Unis mettent cela en œuvre, ce qui est encore une autre chose insensée. Et pendant tout ce temps, les États-Unis essaient en fait de les garder aussi discrets que possible, avec J.D. Vance qui les accompagne, alors que nous savons que Vance est là, essentiellement pour s'assurer qu'il parle ici et pas ailleurs. La question que je me pose, c'est, y croient-ils vraiment? Penses-tu qu'ils y croient? Parce que s'ils ont avalé leur propre idéologie, si nous sommes dans un moment idéologique en Europe, où ce système de croyance, cette vision du monde, est intériorisé, alors il sera très difficile d'en sortir. S'ils sont réellement conscients des absurdités qu'ils diffusent, et que tout cela n'est qu'une mise en scène pour maintenir la mascarade au profit des élites. Vous savez, comme les satellites d'Europe de l'Est dans les années 80, qui savaient parfaitement qu'ils étaient totalement dépendants de Moscou, mais qui continuaient à faire semblant de maintenir l'État communiste jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus, jusqu'à ce qu'ils soient obligés d'accepter la réalité et d'entamer une forme de transition démocratique. S'ils savent que tout cela n'est que du vent, alors je pense qu'un rapprochement avec la Russie est possible. Selon vous, quelle importance cet élément idéologique revêt-il? Tout à fait, mais je me heurte souvent au même problème. Est-ce que les gens croient vraiment ce qu'ils disent, ou bien font-ils semblant en créant des récits? Difficile à dire. S'ils avaient seulement de mauvaises politiques, ce serait une chose, de mauvaises idées, mais ils ressentent le besoin d'étouffer toute dissidence et tout contre-argument. Cela me rend plus méfiant. Je me dis que ce n'est pas de la stupidité, mais de la belliquosité. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans la nature humaine tout de même. On suppose souvent que les êtres humains sont très rationnels, mais en réalité, ils ne le sont pas. Nous sommes, vous savez, des animaux sociaux. Nous avons tendance à nous adapter au groupe. Je veux dire, c'est logique. Si vous êtes en Suisse, au Japon, en Angleterre, il y a souvent un consensus national qui se forme. Nous faisons cela souvent, naturellement. Nous nous adaptons au groupe. Et je pense que depuis, pas seulement ces 3 dernières années, ni même ces 11 dernières années, mais depuis très très longtemps, on nous a inculqué la même idée, que nous nous battons pour quelque chose de bien, pour la civilisation ou la démocratie libérale, et que les Russes ne cherchent qu'à obtenir quelque chose de maléfique, l'Empire. Vous voyez, exactement l'opposé de nous. Donc, à force de faire ça assez longtemps, je pense que les gens finissent par rejeter toute information qui ne correspond pas au récit, sans trop y réfléchir. Mais c'est difficile. Je pense que l'idéologie, comme vous l'avez dit, est un élément majeur de tout cela. Parce qu'après la guerre froide, le concept de la fin de l'histoire de Fukuyama est presque devenu une évidence, une sorte de religion qui est devenue la source de notre identité en tant que force du bien. C'est-à-dire que, oui, nous dominerons le monde, et cela sera la source de la paix. Cela mettra essentiellement fin à l'anarchie internationale westphalienne. Il y aura un pouvoir central, mais nous l'utiliserons pour promouvoir les valeurs libérales et la démocratie. Et cela sera la paix. Quiconque s'oppose à cela, peu importe à quel point les États-Unis ou l'OTAN peuvent agir mal,
ou commettre des actes répréhensibles, ce n'est rien en comparaison. C'est le fondement de la stabilité. Nothing in comparison. This is the foundation of stability. So, and now, of course, this falling Et maintenant, bien sûr, alors que tout cela s'effondre, je pense que les gens sont prêts à dire n'importe quoi pour l'empêcher. Je pense qu'à présent, tout le tapis a été retiré de sous les pieds des Européens. Si vous écoutez les Européens, regardez ce qu'ils disent, ce qu'ils attendent d'un accord de paix. Non seulement ils disent vouloir entre 500 milliards et 1 trillion en réparation, mais aussi que la Russie doit partir, se retirer, tout rendre, et que l'Ukraine doit pouvoir rejoindre l'OTAN. Donc essentiellement, ils veulent que la défaite de la Russie se traduise par une capitulation totale, ce qui n'a aucun sens. Mais on les entend aussi dire que dans tout accord de paix, les sanctions doivent être maintenues contre la Russie. Zelensky dit la même chose. Quel que soit l'accord de paix, on ne peut pas renoncer à la punition. Donc c'est pas la paix, c'est juste, vous savez, retirer tout levier aux Russes et continuer à les frapper. Donc ce sera temporaire. Alors je ne sais pas. Dans la plupart des endroits du monde, j'arrive généralement à comprendre beaucoup de choses. Je peux comprendre pourquoi l'Iran voudrait une arme nucléaire. Je peux comprendre pourquoi les Russes ont estimé qu'il était nécessaire d'envahir. Je ne suis peut-être pas d'accord avec tout cela, mais je peux le comprendre. Mais les politiques européennes aujourd'hui, pour moi, c'est complètement irrationnel. Cela n'a aucun sens, simplement parce que ce que les mêmes personnes disaient il y a quelques années est maintenant qualifié de propagande russe. Donc non, c'est très frustrant. Et je peux vous dire par expérience personnelle, en tant qu'universitaire en Europe aujourd'hui, c'est ridicule. On ne peut que répéter ce que dit son gouvernement à propos de la guerre. Je veux dire, dans d'autres domaines, la démocratie n'est pas morte. Mais sur la question de la sécurité, sur la politique étrangère, il n'y a plus de dissidence permise. Soit on répète, soit on parle essentiellement au nom de l'ennemi. Vous êtes beaucoup attaqué, n'est-ce pas? Aussi sur le plan politique, puisque vous étiez candidat au Parlement, etc. Le niveau d'injure à votre encontre est assez élevé en ce moment, avec des gens qui vous traitent d'apologistes de la Russie, n'est-ce pas? J'ai quitté la politique parce que ce n'est pas possible. On n'a pas le droit de discuter de ses adversaires. Tout ce qu'on peut faire, c'est parler en slogan. Sinon, ils s'en prennent à vous. J'ai eu une expérience étrange il y a 2 ou 3 jours. Oui, parce que nous avons bientôt des élections et je n'ai pas pu me retirer de la liste parlementaire. J'ai essayé, mais ce n'est pas possible. Ils ont changé les lois pour une raison quelconque. Donc ils sont venus pour une dernière fois, vous voyez, s'en prendre à moi. Et ils ont même écrit un article qui a été repris par tous les grands journaux. Ils ont examiné une conférence à laquelle j'ai assisté en avril 2024. C'était le 300e anniversaire d'Emmanuel Kant. C'était une conférence de philosophie. J'ai publié mon discours et tout. J'ai simplement parlé d'individualisme, de la possibilité de la durabilité, de la morale laïque, ce genre de choses, comme on le ferait lors d'une conférence de philosophie pour les 300 ans, parce que c'était sa ville natale, Kaliningrad. Bref, pour faire court, Kaliningrad, oui, le nom russe. Oui, c'était Königsberg, mais maintenant c'est comme le fils adoptif de la Russie. C'est assez fascinant. Tu sais, quand tu y vas, c'était comme un rassemblement de geeks. Il y avait des affiches de Kant partout. Et c'est tout ce dont on parlait. Et puis bref, maintenant, soudainement, 1 an et demi plus tard, ils ont décidé que, parce qu'ils avaient une liste de personnes, des invités étrangers, ils ont dit, eh bien, maintenant c'est une liste d'agents étrangers. Oui. Soudainement, je suis une opération d'influence, parce qu'ils ont indiqué dans certains de leurs documents qu'ils aimeraient établir des liens plus étroits avec les universitaires occidentaux et tous les autres qu'ils recherchent. Donc, cela est maintenant interprété comme une guerre hybride.
But this is the point of all conferences, isn't it? Mais c'est justement le but de toutes les conférences, n'est-ce pas? Donc, le fait que je parle de libéralisme et de Kant a soudainement fait de moi un agent de la Russie. Et vous savez, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Cela montre simplement à quel point c'est devenu fanatique et radical. Et voilà ce qui se passe. Il n'y a plus de discussion. Si vous avancez, eh bien, en réalité, l'expansion de l'OTAN suscite des inquiétudes en matière de sécurité en Russie. Ils l'aperçoivent comme une menace existentielle. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais la seule réponse ne peut pas être, eh bien, cela fait de vous un poutiniste, un agent de la Russie. C'est tellement absurde. Mais c'est là où nous en sommes, au moins. C'est vrai. Et d'un côté, il faut le souligner dans des podcasts comme celui-ci, afin de l'expliquer aussi à nos amis d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, les endroits qui ne sont pas idéologiquement capturés, juste pour s'assurer qu'ils comprennent bien. L'Europe est idéologiquement capturée, et d'une certaine manière s'est capturée elle-même. Oui, sous l'influence des États-Unis. Oui, bien sûr, le NED, l'USAID, les ONG, etc. Oui, tout cela existe. Mais cela a mené à un point où les sociétés européennes sont tellement impliquées dans ce récit unilatéral et absurde qu'il est vraiment légitime de se demander si nous pourrons un jour en sortir. Historiquement, les sociétés finissent par s'en sortir. Comme les Soviétiques, qui à un moment donné se sont libérés du stalinisme, les Chinois, qui à un moment donné se sont libérés du maoïsme, puis Deng Xiaoping est arrivé, a réformé les choses, etc., n'est-ce pas? Deng Xiaoping came and reforms and so on, right? While not breaking with the past completely. Sans rompre complètement avec le passé. Historiquement parlant, on s'en sort, mais cela prendra énormément de temps. Ma question donc, concernant le sommet, est la suivante. Pensez-vous que cela va aider ou au contraire aggraver cette absurdité idéologique en Europe, du fait qu'ils sont obligés d'y faire face, n'est-ce pas? Ils sont obligés de voir le président américain discuter avec le président russe et même, je suppose, d'écouter un peu le président russe. C'est d'ailleurs le plus grand crime commis par Tucker Carlson. Il a interviewé Vladimir Poutine et Vladimir Poutine a été écouté en Occident. Et maintenant, nous avons ces autres outils diplomatiques qui forcent les Européens à reconnaître que quelque chose a changé. Selon vous, comment cet élément influence-t-il la prise de décision européenne aujourd'hui? Eh bien, je pense que ça peut être à la fois positif et négatif. Le point négatif, c'est qu'il doit y avoir une contre-réaction. Chaque fois qu'il y a des efforts pour humaniser l'adversaire ou le faire paraître rationnel, ce que l'on est en quelque sorte obligé de faire lorsqu'on négocie, il y aura une contre-réaction où les gens se diront « Eh bien, on ne peut pas normaliser cela ». Maintenant, dans les prochains jours, nous allons devoir voir tous les gros titres des médias parler de la méchanceté de la Russie pour compenser le sommet. Mais dans l'ensemble, je pense que ça peut être utile, car si l'on veut la paix, il faut qu'il y ait un changement dans le récit. Une fois que l'on part en guerre, comme nous l'avons fait contre la Russie, il faut toujours présenter tout comme un combat entre le bien et le mal. Parce que dans ce cas précis, on ne peut pas négocier. C'est de l'apaisement. On n'obtient la paix que lorsqu'on a vaincu l'adversaire. Et Arestovitch, encore une fois, le conseiller de Zelensky, ancien conseiller, faisait aussi ce constat. Ils ont eu cette énorme machine, comme un immense pétrolier, toute la propagande qu'ils ont menée. Et ils ont continué à avancer tout droit. Et maintenant qu'ils sont en train de perdre la guerre, ils ne peuvent plus faire semblant de gagner. Ils doivent continuer avec, vous savez, la Russie va détruire tous les Ukrainiens. Ce genre de propagande. Ils ont besoin de temps pour redresser la barre et changer le récit, car on ne peut pas soudainement dire qu'on veut négocier avec la Russie après tout le reste, après le récit qu'on a construit. Donc je pense que oui, c'est pareil pour l'Europe. Mais il y a eu des évolutions. Je me souviens avoir dit que la Russie est en train de gagner,
relevait de la propagande russe. Je me souviens avoir dit que Zelensky est autoritaire, relevait aussi de la propagande russe. Tout cela devient désormais acceptable dans les médias occidentaux. Les taux de pertes élevés en Ukraine, on veut encore faire croire que ceux de la Russie sont plus importants. Mais vous savez, l'enlèvement de tous ces Ukrainiens dans la rue pour les envoyer dans les tranchées sans formation adéquate, cela aussi est maintenant accepté. Et j'ai également vu certains articles de presse, par exemple dans Politico, où ils disent « Eh bien écoutez, peut-être qu'on peut retirer l'élargissement de l'OTAN de la table si l'Ukraine peut rejoindre l'UEMO. » Et c'est un argument raisonnable à avancer. Mais il faut alors reconnaître que, si l'on veut chercher une solution, il faut admettre que l'OTAN est à l'origine de ce problème. Donc maintenant, apparemment, nous serons bientôt autorisés à discuter du fait que oui, l'élargissement de l'OTAN vers la Russie, ce que les Russes dénoncent depuis 35 ans, est inacceptable. Le fait que nous puissions également en débattre est un progrès. Donc, pas à pas, je pense vraiment que ce type de diplomatie, où l'on est effectivement autorisé à parler à l'adversaire, est positif. Je veux dire, les gens ne se rendent pas compte à quel point cela a été radical. Depuis 3 ans et demi, Louis Hammer a refusé de parler ne serait-ce qu'une seule fois à la Russie. Ils ne veulent pas s'asseoir à la table avec les Russes. Comme le dit la chef de la diplomatie, Kaja Kallas, Poutine est un criminel de guerre. Pourquoi parlerions-nous à un criminel de guerre? Et vous savez, c'est devenu la norme. J'ai reçu des commentaires sur mes réseaux sociaux venant de responsables militaires, ou du moins de responsables militaires qui sont ambassadeurs ou en poste à l'OTAN, disant « Mais que voulez-vous dire par diplomatie? On ne peut pas parler à la Russie. Ce sont les agresseurs. Bien sûr. Comment pouvez-vous dire de telles choses et laisser cela se banaliser? » Donc je pense que tout cela aide encore une fois à dialoguer avec l'adversaire et à réaliser que, ce sont de vrais pays avec des intérêts de sécurité nationale. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais nous devons en tenir compte si nous voulons la paix. Donc tout a un but. Et je pense qu'au final, il n'y a probablement pas eu tant de choses accomplies. Mais c'est un bon début pour un long processus politique où, à nouveau, après 35 ans, nous commençons à parler des préoccupations sécuritaires de nos adversaires. Ce sera un chemin très long, mais au moins, c'est une étape importante. Dernière question, et vision d'ensemble. Nous n'avons toujours pas de nom approprié pour la période que nous appelions autrefois l'après-guerre froide, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé après 1991. D'une certaine manière, j'ai l'impression qu'en 2022, cette période d'après-guerre froide a pris fin. Mais alors, comment l'appelez-vous? Comment conceptualisez-vous la période entre 1991 et 2022 aujourd'hui? Oui, c'est une bonne question. J'ai aussi du mal avec ces concepts comme l'après-guerre froide parce qu'ils n'englobaient rien. Ils ne font que dire ce qui n'est plus là. C'est comme l'ère d'après-guerre. C'est comme, d'accord, ce n'est plus la guerre froide, c'est l'après-guerre froide. Mais il faut définir ce qui caractérisait cette époque. On pourrait dire, je pense que c'est l'ère de, vous savez, on peut l'appeler, je penche généralement pour le moment unipolaire. Parce que c'est ainsi que Krauthammer et d'autres l'ont défini. Une période très particulière de l'histoire, ou parce que, vous savez, depuis 1648, nous avions le système westphalien, nous avions reconnu qu'il ne pouvait pas y avoir un État dominant en Europe. Alors, à la place, nous avons créé un système de sécurité basé sur l'État souverain, mais avec un équilibre des puissances. Et dans cet équilibre des pouvoirs, l'essentiel est de s'assurer qu'aucun camp ne cherche à dominer l'autre. Mais cela ne doit pas toujours être conflictuel. Il s'agit aussi de reconnaître les préoccupations sécuritaires des autres afin de les atténuer. Cela dit, je pense qu'après la guerre froide, les Américains ont pensé,
et ils l'ont dit très ouvertement, que nous étions dans une position tout à fait unique. Pour la première fois, il n'y avait qu'un seul véritable centre de pouvoir dans le monde, les États-Unis. Une quantité immense de pouvoir était concentrée aux États-Unis. Pourquoi revenir à un système westphalien avec un possible retour à la politique des grandes puissances, avec, à nouveau, ce que nous appelons l'anarchie internationale, lorsqu'il n'y a pas un centre de pouvoir unique et que la compétition sécuritaire crée des tensions? Et si les États-Unis dominaient? Et en effet, l'hégémonie, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les Européens appréciaient l'hégémonie américaine, a toujours joué un rôle de pacificateur en Europe. Les Français et les Allemands ne cherchaient pas nécessairement à prendre la tête si les États-Unis étaient dominants. Et je pense que c'était l'objectif principal, avoir un centre de pouvoir unique, sans rivalité entre grandes puissances. Et ce centre de pouvoir tenterait de transcender la politique de puissance en diffusant des valeurs libérales et démocratiques. Je pense donc que c'était le système de l'après-guerre froide, qu'il est d'ailleurs plus logique d'appeler le moment unipolaire ou l'hégémonie libérale, étant donné sa forte composante idéologique. Mais encore une fois, je comprends pourquoi certains pouvaient y croire, pourquoi ils pouvaient s'y laisser prendre, pourquoi cette idée de la fin de l'histoire de Francis Fukuyama était si séduisante, car c'était tout l'état d'esprit de l'époque. Si vous vous souvenez du début des années 90 jusqu'aux années 2000, c'est en quelque sorte ce qui alimentait l'optimisme. Et penser que nous avions transcendé l'histoire, tout cela. Mais oui, nous sommes dominants, et notre domination est une force positive. Je veux dire, c'est un excellent modèle à bien des égards. Mais comme beaucoup l'ont déjà souligné dans les années 90, lorsque le moment unipolaire a été annoncé par des gens comme Krauthammer, c'est par nature temporaire. Parce que si une puissance comme les États-Unis devait dominer chaque recoin du monde, elle finirait par épuiser toutes ses ressources avec le temps. Cela va coûter très cher. Donc toutes ces ressources vont du centre vers la périphérie. Ils vont s'endetter. Ils ne vont pas seulement dépenser leurs ressources matérielles, mais aussi leur réputation. Et alors, les États-Unis ne sont plus ce grand symbole culturel. Tout le monde aimait l'Amérique comme dans les années 90. Aujourd'hui, ils sont largement ressentis négativement dans de nombreuses régions du monde. Si vous regardez les sondages, vous constatez que la Chine est bien plus populaire dans le monde que les États-Unis. De plus, une fois que toutes ces ressources sont épuisées, les divisions économiques internes s'accentuent. Il y a des problèmes sociaux, une polarisation politique. Et effectivement, on observe aujourd'hui aux États-Unis que beaucoup de choses semblent s'effondrer, et il devient difficile d'agir de manière rationnelle. Et pire encore, comme certains l'avaient prédit dans les années 90, ce que le moment unipolaire allait engendrer. Non seulement les États-Unis allaient s'épuiser, mais pour rester l'unique puissance dominante, ils devaient freiner l'ascension des autres puissances émergentes. Maintenant, comment allaient-ils réagir? La Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, tous ces pays qui se considèrent comme des leaders régionaux, comment accepteraient-ils de vivre sous un système unipolaire? Eh bien, ils chercheraient probablement à contrebalancer collectivement les États-Unis, en particulier des pays comme la Russie et la Chine, car les États-Unis devraient encore s'appuyer sur des systèmes d'alliances tels que l'OTAN, afin de diviser le monde entre des alliés obéissants et un adversaire affaibli. Ainsi, avec le temps, tout cela se concrétiserait sous la forme du système des BRICS. Et il commencerait à se découpler du système économique dirigé par les Américains. Il commencerait à s'aligner davantage politiquement, puis à développer également les capacités militaires pour s'opposer aux États-Unis. Donc, à un moment donné, tout l'hégémon libéral s'effondrerait. L'Occident n'est plus un hégémon, et ses idéaux libéraux, ils ont disparu depuis longtemps. Nous soutenons désormais un génocide à Gaza.
nous menons une guerre inutile contre la Russie, alors que nous ne voulons même pas faire de diplomatie. Unnecessary war against Russia where we don't even want to do diplomacy. We attack the, Nous attaquons les réacteurs nucléaires en Iran. Au lieu de nous interroger sur la façon dont cela viole le droit international, tout ce que nous faisons, c'est lancer des slogans sur la cruauté des mollahs en Iran. Je veux dire, c'est l'un des inconvénients. Et puis, la démocratie chez nous s'affaiblit. Et je sais, encore une fois, désolé, ma réponse devient longue, mais une dernière remarque rapide. Celui qui a vraiment posé les bases intellectuelles de l'hégémonie libérale, c'était Zbigniew Brzezinski. Et il a effectivement reconnu que oui, cela allait aussi ronger nos démocraties chez nous, parce qu'on ne peut pas avoir un empire et une démocratie. Mais ensuite, en 2012, il a reconnu que le moment unipolaire touchait à sa fin, même s'il était celui qui en avait posé les fondements intellectuels. Maintenant, nous n'avons plus qu'un seul choix. Devons-nous essayer de passer à un système multipolaire où nous serions les premiers parmi les égaux, ou devons-nous essayer de maintenir un peu plus longtemps le moment unipolaire et repousser tout le monde? Mais alors, un ordre multipolaire finira tout de même par émerger, et cette fois en opposition aux États-Unis. Il a donc dit, peut-être devrions-nous choisir la première option, nous faciliter la tâche et être les premiers parmi les égaux. Nous ne l'avons pas fait. Et c'est pourquoi je dis toujours que c'est une très très mauvaise décision pour les États-Unis. C'est mauvais pour l'Europe, c'est mauvais pour l'Occident politique. Mais quand on vit en Europe, on vous dit que c'est de la propagande du Kremlin. On vous demande qui paye vos billets d'avion, où vont vos loyautés. Il n'y a rien à faire. Je pense que nous avons aussi un problème de rationalité. Donc encore une fois, Non, et juste pour que tout le monde le sache, le Kremlin n'est en fait pas très doué pour payer. Je veux dire, j'attends toujours le premier chèque. Où est ma fiche de paie? Oui, je sais. Où est cette foutue fiche de paie? Quoi qu'il en soit, Glenn Diesen, toute personne souhaitant vous suivre devrait s'abonner à votre chaîne YouTube, qui est fantastique. Il devrait également s'abonner à votre Substack et à votre compte Twitter, où vous êtes très actif. Je suis un grand admirateur et j'apprécie beaucoup votre travail. Glenn Diesen, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Merci Pascal.